dominée par la finance. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Monsieur Plion. La parole est à vous. Merci de m'avoir invité de ce côté-là. Voilà. Merci de m'avoir invité. Je suis content d'être. Ah oui. Et donc, ça marche le micro? J'ai pas l'impression. Si, ça marche. Bon. Non, mais si vous entendez, c'est bien. Moi, je me rends pas compte. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu le plaisir déjà d'intervenir ici, dans cette salle, il y a 2 ans, je pense, sur qui étaient les économistes, les différents courants de pensée en économie. Voilà, donc à cette fois-ci, on a un cycle sur ce qui n'est pas très original dans la période actuelle, sur la crise. Donc aujourd'hui, on va parler de la crise au sens global du terme, mondial, multidimensionnel. J'essaierai en effet de vous tenir un discours, une analyse un peu différente peut-être de celle qu'on a l'habitude d'entendre. La semaine prochaine, on parlera de la crise en Europe, dans la zone euro, puisque malheureusement, nous sommes la région du monde aujourd'hui la plus touchée par la crise. Et c'est pas prêt de se terminer, je le pense, hélas. Et puis, la dernière séance, la 3e, aura lieu une semaine plus tard sur, c'est un peu ambitieux, peut-être même prétentieux, mais les solutions, en tout cas les pistes de sortie de crise, les politiques alternatives pour essayer de sortir de ce système, de cette crise. Voilà, donc ça sera la troisième séance. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de... Alors, oui, pour organiser notre soirée, comme les prochaines, je propose que je parle d'abord, en essayant de couper la période d'à peu près 2 heures que nous avons ensemble en 2. J'essaie de parler sans dépasser le temps c'est-à-dire à peu près 1 heure, de manière à laisser du temps à la discussion. Si pendant mon intervention, la première heure, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont vraiment pas claires, qui vous gênent pour comprendre pour la suite, il y a des mots que j'emploie ou des expressions que j'utilise qui vous paraissent pas claires, n'hésitez surtout pas à lever la main, à me dire monsieur, monsieur non, parce que je n'ai pas à l'université ici. Je ne comprends pas. C'est les défauts du professeur. Je ne comprends pas tel point ou tel aspect. Bon, et si c'est factuel, ponctuel, je réponds. Par contre, tout ce qui est débat un peu plus de fond, qui peut, voilà, des points de désaccord ou d'autres interprétations de la crise que vous avez pu voir hein, dans d'autres endroits, dans des médias, etc. Mais on regarde plutôt pour la fin. Voilà, hein. On essaie de faire comme ça, si ça vous dérange, pas. Voilà. Alors. Quand on m'a demandé ici de faire quelque chose sur la crise, j'ai pensé qu'il fallait partir d'une vision large. Et peut-être donc je vais vous montrer un peu la manière dont je vous propose de voir les choses. C'est qu'en fait, la crise qui a démarré donc en 2007, avec la fameuse crise américaine des subprimes, je ne vais pas vous la relater. Hein. Cette crise, je crois qu'on a beaucoup... Ça fait maintenant 5 ans, on en a beaucoup parlé. Bien entendu, tout à l'heure, si vous avez des précisions, je peux revenir dessus. Mais je ne compte pas vraiment rentrer dans ce détail-là, même si je vais aborder certains aspects. Hein. Il y a 2 visions de la crise en cours, hein, qui a commencé donc il y a maintenant 5 ans. C'est la vision qui serait dominante, je crois, qui est de dire ah bon, parce qu'on n'a pas su bien réguler, c'est-à-dire mettre les bonnes règles pour pouvoir contrôler l'économie, mais si on avait su le faire, eh bien, il n'y aura pas eu de crise. Et puis, il y a une autre vision, qui est celle que je défends avec d'autres, et qui, je crois, maintenant, d'ailleurs, commence à faire son chemin, hein, parce qu'au début de la crise, c'était très largement la première vision qui était la dominante, et qui l'est toujours, mais quand même, maintenant, ces gens-là, ils commencent à être un petit peu sur la défensive. L'autre vision, c'est de dire, en fait, on a une crise du système, ce que l'on appelle une crise systémique, du système économique dans lequel nous sommes, et qu'on peut qualifier, qu'on peut décrire comme un système capitaliste, qui est mondialisé, qui aujourd'hui qui couvre l'ensemble de la planète et qui est dominé très largement par la finance. Et donc, ce système-là, qui est en crise aujourd'hui, il est précisément en crise lié à ces 3 éléments que j'indique là. C'est qu'il est fondé sur une surexploitation de l'homme et de la nature. Les deux, d'ailleurs, en ensemble. Nous sommes, il faut l'accepter, nous sommes des membres de la biosphère, de la nature, et donc il y a une surexploitation de l'homme, de la personne humaine, mais aussi de la nature. Il y a aussi une volonté d'accumulation de richesse, de capital
et de croissance sans aucune limite, toujours plus, on veut croître, comme si la planète n'avait pas de limite, comme si on pouvait aller toujours plus de l'avant dans cette logique un peu mortifère. Et puis, ce qui caractérise aussi ce système, c'est une recherche qui est un peu le moteur des actions de ceux qui gouvernent et qui décident dans la sphère économique et financière. Eh bien, c'est la recherche de rentabilité, et tout ça dans une vision à court terme, c'est-à-dire tout de suite la rentabilité, les résultats immédiatement, etc. Ce qui veut dire que le long terme, les actions à long terme sont dévalorisées par rapport à des résultats immédiats. Un peu comme les enfants qui ont... ce qui caractérise les enfants, c'est de vouloir toujours les choses quand ils sont petits, hein, en tout cas, tout de suite, parce qu'ils n'ont pas d'horizon, ils ne se projettent pas dans l'avenir. Bien, le paradoxe de ce capitalisme-là, justement, c'est qu'il est un peu infantile. De ce point de vue-là, c'est qu'il y a un raccourcissement incroyable des horizons et que c'est une recherche donc, de résultats de rentabilité à court terme. Alors, l'hypothèse que je vais vous présenter, hein, c'est une hypothèse. Donc, comme toute hypothèse, elle peut être contestée, mais je pense que pour ma part, elle est très largement validée par ce qu'on, hélas, on observe, parce que je préférerais avoir tort et vous dire que c'est une crise qui n'est pas très grave et qui, finalement, se passera, enfin, qui disparaîtra rapidement. Et là, ce qui se passe en ce moment nous montre que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est qu'on est, voilà les différentes vous voyez, visions qu'on peut avoir. En tout cas, moi, c'est une vision d'une crise profonde, systémique, qui est de dire, bon, c'est une crise de la phase actuelle du capitalisme. Ce capitalisme qu'on appelle le capitalisme financier, certains l'appellent comme ça, ou financiarisé, mondialisé, il s'est développé, on va y revenir, dans les années 70 à peu près, 70-80, et c'est ce capitalisme-là aujourd'hui qui est en crise. Et on peut se poser la question, est-ce que cette crise, et je n'ai pas la réponse d'ailleurs, dans le document qu'on vous a distribué, l'article que j'ai rédigé et qu'on vous a distribué, j'ai fait plusieurs scénarios, je fais deux scénarios justement parce qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs évolutions possibles. Hein. Cette crise du capitalisme-là, est-ce que ça va donner naissance à une nouvelle forme de capitalisme, c'est-à-dire qui va se transformer pour pouvoir résister en quelque sorte et renaître un petit peu, comme diraient certains, de ses cendres. Est-ce que ce qui est certain, c'est que c'est une crise, ça je suis affirmatif, d'un genre nouveau. On a connu des crises dans le passé, on pense tous à la crise des années 30, qui est souvent citée à juste titre, comme étant une crise à laquelle on peut comparer cette crise actuelle, par sa profondeur, par son importance, mais je pense que cette crise-là est probablement encore plus importante. Plus importante parce qu'elle a des dimensions supplémentaires que je développerai dans un instant, mais en tout cas, elle est de nature systémique comme l'était la crise de 29. Et certains économistes, je ne suis pas sûr de partager leur point de vue, mais je cite, c'est carrément, pour certains, c'est une crise du capitalisme avec un grand C. C'est-à-dire que pour certains, ce capitalisme-là va s'effondrer. Alors ça, c'est un peu les prédictions, disons, qu'avait Marx. Hein, quand vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, au cours où je vous avais présenté les différents courants de pensée, vous avez présenté la théorie marxiste. Une des conclusions de la pensée marxiste, c'est de Marx lui-même, c'est de penser que le capitalisme allait disparaître forcément de ses propres contradictions internes. Et certains le pensent aujourd'hui, ils sont minoritaires, hein, mais bon, c'est un point de vue qui peut être défendu. Voilà, donc est-ce que c'est une forme nouvelle de capitalisme qui va apparaître, ou alors est-ce que c'est le capitalisme avec un grand C qui va disparaître pour donner naissance à quelque chose de nouveau? Pour ma part, j'ai plutôt la première interprétation par rapport à la crise actuelle. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut plus penser l'économie aujourd'hui, la crise, qui est une des dimensions de l'économie actuelle, avec les analyses traditionnelles. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure que les pensées dominantes sont complètement dépassées et inadaptées pour comprendre l'économie actuelle, et notamment la crise, et qu'il faut donc dépasser ces analyses. Je suis universitaire, à l'université j'essaye d'enseigner à mes étudiants justement cette idée qu'il faut renouveler, il faut penser autrement, si on veut vraiment comprendre le monde dans lequel on vit. Mais je suis minoritaire à le dire, hein, dans mes cours. Dans la plupart des universités, on continue à enseigner la même chose, comme si de rien n'était, et là je suis très critique à l'égard de mes collègues qui font ça, parce qu'il faut enseigner la pensée économique, toutes les théories qui se sont développées dans le passé, mais c'est clair qu'il faut aussi savoir évoluer en fonction justement des changements
qui nous entourent. Donc il faut, je pense, renouveler les analyses traditionnelles. C'est un défi, On n'a pas encore la nouvelle théorie ou la nouvelle approche qui nous permettra de tout comprendre, mais en tout cas, il faut aller dans cette direction. Et nous-mêmes, c'est un défi pour nous, nous citoyens. Il faut qu'on renouvelle, il faut qu'on accepte de penser un peu différemment par rapport aux questions qui se posent à nous. Par exemple, la question écologique, sur laquelle je reviendrai. Et puis, puisque la crise est d'un genre nouveau et qu'en tout cas elle est particulièrement grave, il faut repenser aussi les politiques de sortie de crise, hein. C'est-à-dire notamment les réformes qui sont nécessaires pour passer dans un système qui soit plus satisfaisant, qui soit moins instable, moins injuste, etc. Et ça sera d'ailleurs l'objet de la dernière séance, du dernier cours, que d'aborder cette question-là. En tout cas, je pense que là, il y a vraiment un besoin. Et juste pour vous donner juste un avant-goût, notamment de ce qu'on verra aussi la semaine prochaine, c'est que par exemple, je fais partie d'un réseau d'économistes qui s'appelle les économistes atterrés. Peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler, on en parle quelquefois un peu dans les médias. Donc on est un certain nombre d'économistes extrêmement critiques. On est atterrés justement par les politiques qui sont menées en ce moment en Europe. Et on est en désaccord total avec la manière dont nos gouvernements les décideurs aussi à Bruxelles avec nos gouvernements, avec les politiques qu'ils mènent, qui pour nous sont des politiques qui nous enfoncent encore plus dans la crise. En gros, c'est notamment les politiques d'austérité qui nous enfoncent encore plus dans la crise et qui vont certainement pas nous aider à sortir dans les bonnes conditions de la crise. Donc là, il faut repenser les politiques. Et c'est ce que j'essaierai de vous présenter et j'essaierai de vous convaincre, évidemment, que c'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, je peux me tromper, mais je suis convaincu que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est décidé, ne va pas malheureusement vraiment dans la bonne direction. Voilà. Alors, ceci étant présenté dans l'introduction, voilà un peu comment je compte procéder dans ma présentation. Donc en trois temps, je vais d'abord vous expliquer pourquoi je pense qu'on est dans le cadre d'une crise globale et systémique. Ensuite, j'essaierai de vous montrer, les deux parties sont très largement interdépendantes, hein, que nous sommes aussi dans une crise qui a des dimensions nombreuses, en tout cas plusieurs dimensions. On ne peut pas comprendre la crise actuelle si on se limite par exemple à une analyse purement économique, si on regarde les choses uniquement sur l'angle de la finance par exemple. Je pense que c'est important mais ce n'est pas suffisant. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'elle est multidimensionnelle. Et puis bon, je conclurai par un peu les perspectives. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette analyse que je vais vous proposer? Qu'est-ce qu'on peut dire, quelle perspective on peut en tirer pour l'avenir. Voilà. Alors, passons donc au premier point, donc à l'idée d'une crise globale et systémique. En fait, là, il y a deux idées là que je vais défendre, deux idées principalement. C'est que le capitalisme, pourquoi est-ce que c'est une crise globale et systémique? C'est-à-dire que c'est le système qui est touché en plein cœur, c'est-à-dire que c'est le cœur même du capitalisme mondial qui est frappé par la crise. Et deuxièmement, ça c'est un peu un jargon d'économiste, excusez-moi, mais vous comprendrez tout à l'heure ce que ça veut dire, peut-être un peu mieux, c'est que je pense que nous appelons, nous, économistes, le régime de croissance, le système économique qu'on appelle le régime de croissance, aussi est épuisé, c'est-à-dire qu'il ne peut plus fonctionner comme il a pu fonctionner dans les années antérieures, et que ce régime qui existe à peu près depuis 4 décennies, depuis le passage au capitalisme financier, c'est-à-dire la fin des années 70, si vous préférez, ce système-là est à bout de souffle. Quand je dis épuisé, c'est à bout de souffle. C'est-à-dire qu'il est traversé par des contradictions internes très fortes, il ne peut plus continuer à fonctionner comme il a fonctionné, tant bien que mal d'ailleurs, et parfois mal, mais en tout cas aujourd'hui, on sent que c'est un peu comme quand vous avez une vieille voiture, eh bien, vous avez votre moteur qui marche de moins en moins bien, qui monte de moins en moins bien les côtes. Ben là, c'est un peu ça, quoi. On est vraiment dans on a des hoquets, hein, comme les voitures qui chauffent, qui hoquettent. Là, on sent qu'on bute sur un système qui est à bout de souffle, qui n'est plus capable de fonctionner dans des conditions à peu près satisfaisantes. Alors, on va aborder le premier point, donc le capitalisme touché en plein cœur. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Bien, en fait, c'est que, rappelez-vous, il y a un peu plus d'une décennie, dans les années 90. À ce moment-là, il y avait une crise, des crises même, en rafale, qui ont touché ce qu'on appelle aujourd'hui les pays émergents. Les pays émergents d'Asie, par exemple des pays comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, la Corée du Sud, ont été touchés par des crises dans les années 97-98. En Amérique latine également, il y a eu des crises tout à fait importantes.
il y a eu le Mexique qui a été touché en 94-95, un petit peu avant donc l'Asie, puis après, il y a eu des crises importantes, et notamment le dernier qui a eu une très grande crise, c'est l'Argentine, en 2000-2001. Voilà. Et maintenant, ce qui caractérise la phase actuelle de la crise, alors ces pays-là, entre parenthèses, ces pays-là sont sortis de la crise. Ils sont sortis de la crise avec beaucoup de souffrance. Hein. Il y a eu des conséquences économiques et sociales absolument considérables. Si je prends un pays comme par exemple comme l'Indonésie ou la Malaisie, c'est des pays où il y a eu des millions de chômeurs jetés à la rue. Parce que dans ces pays-là, vous savez, un peu c'est ce qu'on a connu en France au cours de 50 et même 100 dernières années, un phénomène d'exode rural. C'est-à-dire que les paysans allaient dans les villes pour trouver de l'emploi, ils étaient souvent dans une situation précaire à la ville, et puis la crise est arrivée, l'économie s'est effondrée, les gens se sont retrouvés au chômage, ils n'avaient plus où aller, et ils étaient dans une situation absolument catastrophique. Donc ces pays-là ont beaucoup souffert de ces crises. Hein, et le dernier en date, l'Argentine, je ne sais pas si vous vous rappelez la profondeur de la crise, hein, juste un indicateur, par exemple, il y avait plus de la moitié des jeunes de moins de 15 ans qui ne mangeaient pas à leur faim en Argentine en 2000. C'est-à-dire que vous imaginez les dégâts que ça fait sur une génération quand, à un moment de l'adolescence, quand vous avez entre 10 et 15 ans, vous ne mangez pas à votre faim en matière de croissance, en matière de développement. Enfin, voilà. Imaginez vos enfants, vos petits-enfants, ils ne mangent pas à leur faim, et bien vous voyez les dégâts que ça peut faire. Et donc, ça a été très grave. Mais ils sont sortis de la crise. D'ailleurs, ils ont eu à des degrés divers, mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui sont touchés par la crise, c'est ce que j'appelle les pays du centre, ou les pays, disons, dominants dans le monde, et à commencer par les États-Unis. C'est pour ça que j'ai mis la crise épicentre, les États-Unis épicentre de la crise. Vous savez, la crise a commencé en 2007 aux États-Unis, la fameuse crise dite des subprimes sur le marché de l'immobilier américain. La crise a commencé avec un effondrement donc, de la bulle immobilière, avec le fait qu'une part importante de la population américaine, les ménages, notamment parmi les plus pauvres, se sont trouvés sans logement, jetés à la rue parce qu'ils ne pouvaient plus payer leur retraite, hein, rembourser leur crédit immobilier, et que la crise a commencé comme ça. Mais la crise s'est propagée ensuite des États-Unis, hein, un peu comme quand il y a un tremblement de terre, l'épicentre du tremblement de terre, mais ensuite la vague, le tremblement de terre se répand affecte tous les pays qui sont autour, et bien là, le système est allé ensuite, enfin la crise est allée affecter, disons, d'autres régions du monde, et en particulier ce que j'appelle, ce que certains économistes appellent la triade, les pays de la triade. Ce qu'on appelle les pays de la triade, c'est les trois grands groupes de pays qui sont les plus avancés de la planète, et qui ont dominé pendant longtemps la planète, et qui la dominent encore très largement, vu leur niveau de richesse et leur niveau de développement économique et technologique, c'est les États-Unis, l'Europe et le Japon. Et donc quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne, mais particulièrement les pays d'Europe, disons la Grande-Bretagne et l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays les plus riches, donc qui constituent, si vous voulez, les pays les plus avancés de la planète. Et c'est eux qui aujourd'hui, depuis 2007, sont les plus touchés par la crise. Hein. Sont de très loin ceux qui subissent la crise la plus grave. Et dans ces pays-là, ceux qui sont les plus affectés sont ceux qui ont adopté ce que j'appelle le modèle de capitalisme anglo-saxon, qui est le plus financiarisé, dans lequel la finance joue le rôle le plus important. Et ces pays sont en particulier le Royaume-Uni, si je parle de l'Europe, hein, l'Irlande et l'Espagne aujourd'hui. Hein. C'est des pays dans lesquels il y a une bulle immobilière très importante, dans lesquels il y a eu un endettement absolument considérable des ménages, où les banques ont financé une bulle en prenant des risques tout à fait considérables, et qui aujourd'hui se retrouvent en grande difficulté. Alors, à des degrés divers, hein, parce que l'Irlande va un peu mieux maintenant, c'est aujourd'hui le dernier malade, le grand malade, et avec des conséquences, dont on parlera la semaine prochaine, tout à fait inquiétantes, en tout cas des perspectives qui peuvent être très inquiétantes sur l'avenir de l'Europe, puisque c'est un très grand pays, l'Espagne, c'est beaucoup plus grand que l'Irlande. Donc quand l'Espagne va mal, c'est autre chose que quand c'est l'Irlande. Et donc, si vous voulez, il y a vraiment un groupe de pays qui sont dans une situation extrêmement difficile. Donc, pour résumer, si vous voulez, l'idée c'est qu'aujourd'hui, c'est le cœur du capitalisme mondial, les pays les plus avancés, États-Unis, puis Europe et également le Japon, qui sont les enfants malades, qui sont les personnages malades, et qui, comme ils pèsent très lourd dans l'économie mondiale, évidemment, ils entraînent les autres. C'est-à-dire que la Chine, par exemple, ou l'Inde, ou la Corée,
ou l'Argentine ou le Brésil sont aujourd'hui, disons, pas mis en difficulté parce qu'ils sont quand même pas au bord de la crise grave, mais ils sont quand même tout à fait affectés par notre ralentissement. Le fait que nous ayons une récession, c'est-à-dire une croissance qui est proche de zéro maintenant, en Europe par exemple, ou aux États-Unis, ou au Japon, comme nous sommes des gros importateurs de produits de ces pays-là, que ce soit les matières premières ou les produits industriels, et bien à partir du moment où nous ne croissons plus, nos importations, qui sont leurs exportations, stagnent, ou en tout cas avancent beaucoup moins vite, et donc ces pays-là se retrouvent eux-mêmes dans une certaine difficulté, avec du chômage qui augmente, avec des problèmes sociaux évidents. Donc, si vous voulez, le fait que le centre aille très très mal, nos pays du centre aillent très mal, ça a des effets négatifs sur l'ensemble de la planète. En réalité, pratiquement toutes les régions du monde sont affectées par les effets d'entraînement de la crise qui se produit chez nous. Voilà. Alors, ensuite, la deuxième idée, c'est donc l'idée que le régime de croissance, donc, qui était le régime dominant, qui s'est mis en place à partir de la fin des années 70, donc depuis 4 décennies, qui a fonctionné, régime donc dit financiarisé et mondialisé, est aujourd'hui lui-même en crise. Alors comment on peut le caractériser? Eh bien, c'est qu'en fait, quand vous regardez ce qui se passait depuis plusieurs décennies, surtout la dernière d'ailleurs, hein, les années 2000, eh bien, en fait, la croissance mondiale était très largement tirée par les grands pays, à commencer par les États-Unis. On a souvent dit que c'était le consommateur américain, les consommateurs américains qui ont tiré, par exemple, la croissance chinoise. La Chine, par exemple, s'est développée de manière extraordinairement rapide, avec des croissances qui étaient entre 7 et 10% par an depuis une dizaine d'années. Ce développement extraordinairement rapide de la Chine est lié au fait que c'est un pays qui, comme vous savez, exporte, inonde le monde de ses produits, et que son premier marché d'exportation, ces grands marchés d'exportation, c'était les 3 pays de la triade, c'était les États-Unis d'abord, mais également l'Europe et également le Japon. Et que c'est ça qui tirait la croissance en fait dans le monde entier. Parce que la Chine elle-même, étant évidemment le pays le plus peuplé, était affectée aussi par son développement rapide de ses voisins. Je sais pas, moi je vais de temps en temps au Vietnam où je fais des cours, je vois que l'économie vietnamienne est très influencée par la Chine, par le développement de la Chine, de même qu'elle est influencée aussi, elle exporte directement dans nos pays. Hein. Et donc, si vous voulez, ça, c'était un facteur tout à fait majeur de la croissance dans le monde. Notre croissance à nous est particulièrement celle des États-Unis. Et dans ce modèle de croissance-là, ce qui était déterminant, c'était aussi un élément moteur, ça a été d'abord l'endettement des ménages. L'endettement des ménages américains. C'est-à-dire que les États-Unis ont eu une consommation, le ménage américain a eu une consommation qui a été dopée, encouragée, stimulée par l'endettement. Et donc, ce n'est pas une surprise, on le voyait venir, hein. Je faisais partie des économistes, mais je n'étais pas le seul et de loin, qui disaient qu'il y a un problème de surendettement des ménages américains absolument colossal. Toute classe sociale confondue, d'ailleurs, c'est ça qui était assez incroyable, c'est que même les très riches s'endettaient, mais aussi les plus pauvres. Les plus pauvres, hein. Des gens qui étaient proches qui étaient des revenus irréguliers, par exemple, qui étaient des chômeurs, hein, ou des chômeurs occasionnels, ou des gens qui par exemple, des immigrants de fraîche date, dont certains étaient encore dans une situation irrégulière hein, par rapport aux autorités américaines, s'endettaient, et c'est l'ensemble de la société américaine qui était extrêmement endettée. C'est un pays, par exemple les États-Unis, qui était caractérisé par quelque chose, enfin je ne sais pas si ça, je pense que c'est facile à comprendre, ce que nous appelons, nous, le fait qu'ils avaient une épargne négative. Qu'est-ce que c'est que l'épargne? L'épargne, pour vous comme pour moi, c'est quoi? C'est la partie de notre revenu que nous ne dépensons pas. Nous, en France, en moyenne, je ne sais pas si vous connaissez ce chiffre, on a un taux d'épargne qui est plutôt élevé d'ailleurs dans le monde, qui est de l'ordre de 15%. C'est-à-dire qu'en moyenne, les Français épargnent 15% de leurs revenus. Alors, bien entendu, si vous êtes en bas d'échelle sociale, si vous êtes smicard, vous n'épargnez pas. Mais si vous êtes au milieu de l'échelle sociale, ou l'échelle des revenus, ou en haut, a fortiori, vous avez donc une épargne positive et parfois assez importante. Bon. Et bien aux États-Unis, il n'y avait pas non seulement il n'y avait pas d'épargne, les gens consommaient tous leurs revenus, même ils consommaient plus que leurs revenus. C'est ça qui contribuait justement à leur surendettement. Et ce qui faisait que c'était possible, c'est qu'il y a eu des innovations financières pendant cette période-là, notamment dans la dernière décennie, mais ça a commencé aussi dans les années 90 hein, ou 80,
c'est que le système bancaire et financier américain est tellement innovant, propose sans arrêt de nouveaux produits, de nouvelles techniques de financement, de prêts, que ça encourageait, que ça facilitait l'endettement des ménages. Je donnerai deux exemples de produits d'endettement qui malheureusement sont en train de se développer chez nous, parce que c'est extrêmement dangereux. C'est d'abord ce qu'on appelle les prêts à taux variable. Donc les prêts à taux variable, c'est des prêts dont le taux d'intérêt que vous payez sur votre emprunt est variable, c'est-à-dire en fait il est fonction des taux d'intérêt du marché. Donc si par exemple les taux d'intérêt baissent, eh bien la charge d'intérêt de votre dette va baisser, mais si les taux montent, la charge d'intérêt de votre dette augmente. Et donc ce qui a stimulé considérablement l'endettement des ménages, c'est que la politique monétaire des États-Unis, la Federal Reserve, la Banque centrale des États-Unis, a été, pendant toute la décennie des années 2000, début des années 2000 jusqu'à la crise, a été une politique très de bas taux d'intérêt pour stimuler précisément cette croissance. Et donc les ménages payaient des taux d'intérêt très très faibles, parce que c'était à taux variable, les prêts étaient indexés sur les conditions de marché, ils étaient très contents, sauf que c'est ça qui a engendré la bulle immobilière, les ménages se sont mis à s'endetter, à acheter des maisons, ça a fait montrer le prix de l'immobilier, tout le monde était content, parce que quand votre maison prend de la valeur, vous vous sentez plus riche, donc ce que les économistes appellent un effet de richesse, vous avez consciemment ou inconsciemment, vous dites je suis plus riche donc je dépense encore plus, le banquier dit mais je vous prête encore plus parce que votre hypothèque, votre maison prend de la valeur donc je peux vous prêter encore plus, etc. Et donc il y avait une espèce d'effet boule de neige tout à fait important. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui a été le déclenchement de la crise, c'est que les autorités américaines, donc la Banque centrale, la Federal Reserve, a pris peur. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait une grosse bulle immobilière et elle a tout d'un coup, violemment, augmenté les taux d'intérêt pour casser la bulle. Et comme les prêts étaient à taux variable, les ménages en ont pris plein la figure, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, la charge d'intérêt de leur dette a explosé. Et évidemment, les plus vulnérables des ménages, les plus pauvres, ceux qui étaient sur le marché des subprimes, ont été pris à la gorge, ne pouvaient plus payer, ne pouvaient plus honorer leurs engagements et ont été jetés dehors, donc de leur maison. Et donc, si vous voulez, c'est comme ça que l'enchaînement s'est fait. Ça, c'est la première innovation, prêt à taux variable. Alors, je vous signale en France, bon, je vois qu'il y a pas mal de têtes grises ici, mais je ne suis pas le seul. Donc, on n'est plus dans un âge où on va s'endetter tellement. On a déjà, si on a une maison, si on est propriétaire, en principe, c'est plutôt derrière nous. Enfin, il y a des gens plus jeunes ici, mais qui sont peut-être encore très largement endettés. En tout cas, notamment, je pense, quand vous conseillez vos jeunes, vos enfants et petits-enfants, dites-leur de ne pas accepter, de ne jamais accepter un prêt à taux variable, surtout en ce moment où les taux sont très bas, parce qu'ils ne peuvent que remonter. Donc la bêtise, ce serait de dire j'accepte un prêt à taux variable, et c'est ce qui s'est passé au début des années 2000 aux États-Unis. Les gens se sont rués, ils ont eu l'illusion qu'ils pouvaient s'endetter comme ça de manière très importante, parce que les taux étaient très bas, mais les taux ont forcément remonté, un jour ou l'autre. Et là, c'est ce qui se passera chez nous aussi. Donc les prêts à taux variables, c'est mortifère. Il faut éviter ce genre de choses. Deuxième innovation qui a été dramatique, qui s'appelle les prêts, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, les prêts rechargeables. Les prêts rechargeables. Alors les prêts rechargeables, c'est quoi? Vous vous endettez par exemple à hauteur de 100 pour acheter votre maison. Sans n'importe quoi, sans unité. Bon. Et vous avez déjà remboursé au bout de quelques temps 20. Donc vous n'êtes plus qu'à 80. Eh bien, le banquier, dans ces cas-là, avec un prêt à rechargeable, il vous dit, bien, cher monsieur, chère madame, je vois que vous avez remboursé déjà 20% de votre emprunt, eh bien, je vous reprête encore 20. Je recharge. Alors, je vous redonne encore 20. Même si vous n'avez plus besoin vraiment, parce que vous avez acheté votre maison, par exemple, grâce à ces 100, et que vous êtes très content d'en avoir remboursé 20, mais c'est extrêmement tentant quand on vous dit « Ah, vous allez avoir 20 de prêt parce que tiens, j'ai envie de changer ma cuisine, j'ai envie d'avoir une deuxième voiture, j'ai envie de, je sais pas quoi, d'aller acheter une résidence secondaire, etc. » Et donc, c'est comme ça que les ménages américains se sont surendettés. Parce qu'ils ont été poussés à s'endetter par des crédits rechargeables. À chaque fois qu'ils remboursaient, on leur disait « Allez-y, reprenez un emprunt. » Et en fait, c'était quelque chose de cumulatif. Et c'est comme ça qu'ils ont été pris à la gorge, si vous voulez. Donc, deuxième conclusion, pour nous, n'acceptez jamais ce système des prêts rechargeables. C'est très, très, très dangereux et c'est ce qui a coulé beaucoup de ménages américains. Il y a aussi eu la libéralisation qui a joué un rôle tout à fait important. Aux États-Unis, il y avait eu donc la crise de 29. Chez nous aussi d'ailleurs. Mais aux États-Unis, il y a eu un président qui s'appelait Roosevelt, dont vous avez entendu parler. J'aurai l'occasion d'en reparler plus à plusieurs reprises, d'ailleurs, notamment quand on parlera des politiques possibles de sortie de crise, à la troisième séance.
Et Roosevelt, il avait pris le taureau par les cornes, si je puis dire, et il avait pris un certain nombre de mesures, et notamment des mesures pour protéger les ménages contre le surendettement. Parce que déjà, dans les années 30, il y avait un problème de surendettement des ménages aux États-Unis. Et ces mesures de protection, c'est-à-dire pour éviter que les ménages aient un niveau d'endettement trop élevé, en gros, on faisait ce qu'on fait d'ailleurs encore en France et dans d'autres pays européens, c'est qu'on dit, voilà, vous vous rappelez pour ceux d'entre vous qui sont allés s'endetter pour acheter leur maison, par exemple, c'est que le banquier vous dit, dites-moi quel est votre revenu, et je vous dirai combien vous pouvez, quelle est la charge de la dette que vous pouvez supporter. Donc 20%. Par exemple, si vous gagnez 1000 euros, eh bien, il vous dira, vous ne pouvez pas avoir des mensualités, y compris avec les intérêts, qui dépassent 200 euros. 20%. C'est une forme de protection contre le surendettement. Donc aux États-Unis, ils avaient mis en place cela dans les années 30, et ça a été supprimé dans les années, il y a eu plusieurs étapes, mais en gros dans les années 80 et 90. Ce qui fait que quand on est arrivé au début des années 2000 aux États-Unis, il n'y avait plus de règles strictes, comme ça existait avant, pour protéger les ménages contre le surendettement et éviter que les ménages aient une dette trop forte par rapport à leurs revenus. Et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la libéralisation. C'est-à-dire, ou en anglais c'est deregulation, c'est-à-dire la déréglementation. C'est-à-dire qu'on a supprimé plein de règles, je vous cite celle-là, on pourrait en citer d'autres, pour soi-disant rendre le marché financier plus efficace, les systèmes financiers plus efficaces. On a supprimé toutes les règles, ça c'est l'idéologie néolibérale. Hein. Pour que le système fonctionne bien, il faut supprimer tous les obstacles. On entend ce discours en permanence, hein, en France aussi. Hein. Libéralisons dans la finance, sur le marché du travail d'ailleurs aussi, etc. Ça sera beaucoup mieux pour l'économie. Et donc ça c'est l'idéologie, et ce qui est amusant, c'est que c'est pas forcément des républicains, c'est les démocrates qui ont fait ce genre de choses. C'est M. Bill Clinton en particulier, qui a eu des décisions extrêmement perverses. Hein. Il y en a eu plusieurs, je vous parlerai d'autres éventuellement, mais celle-là, ça a été de supprimer, avec la complicité du patron de la Federal Reserve, à l'époque M. Alan Greenspan, ils ont supprimé toutes les règles qui pouvaient protéger les ménages contre le surendettement. Les banquiers étaient ravis. Ça leur faisait une clientèle extraordinaire. On va pouvoir prêter à ces gens qui avant ne pouvaient pas s'endetter parce qu'il y avait des limites. Voilà. Et donc, c'est ça qui explique pourquoi il y a eu ces choses qui sont pour nous inimaginables, difficiles à comprendre quand on est européen, et notamment français, c'est de voir comment se fait-il que les ménages très pauvres aient pu s'endetter dans des conditions pareilles. Parce qu'en France, on a encore la chance, pour combien de temps, je ne sais pas, mais encore d'avoir des règles relativement strictes de protection des ménages contre le surendettement. Et là aussi, j'espère que les gouvernements, ceux qui nous gouvernent, ne vont pas supprimer ou alléger ces règles, parce qu'elles sont absolument nécessaires pour éviter les catastrophes du type de celles qui sont produites aux États-Unis. Par contre, en Espagne, vous voyez la catastrophe en ce moment des Espagnols, je pense qu'en Espagne, il y avait des règles beaucoup moins contraignantes, ou qu'elles étaient contournées d'une manière ou d'une autre, ce qui explique pourquoi il y a tant de ménages aujourd'hui qui sont pris à la gorge à cause d'un surendettement. Voilà. Et donc, pour revenir à cette idée d'épuisement du régime de croissance, c'est ce modèle de croissance, donc, tiré par la consommation. Quand je dis la consommation, ça inclut les dépenses d'investissement immobilier des ménages, hein, la dépense des ménages, si vous voulez. Tiré par l'endettement, endettement autorisé par la libéralisation et par des innovations financières importantes, avec stimulation par la politique monétaire au départ de baisse des taux d'intérêt. Hein, tout ça, ça a été un moteur considérable. Et du coup, aujourd'hui, on peut dire que c'est ce modèle-là qui est tombé en panne. C'est-à-dire que ce modèle-là ne fonctionne plus. Les États-Unis ont connu une récession, donc un effondrement de la consommation des ménages, un surendettement qui fait que les ménages maintenant sont en train de rembourser comme ils peuvent, ceux qui peuvent. Donc l'épargne des ménages redevient importante pour reconstituer en quelque sorte pour atténuer leur endettement. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Alors une autre caractéristique de ce modèle de croissance qui s'est épuisé, c'est que je viens de parler d'endettement des ménages, mais il y a aussi une autre forme d'endettement qui est liée d'ailleurs à celle des ménages, c'est l'endettement extérieur des États-Unis. Donc les États-Unis ont, pendant toute cette période de croissance extrêmement rapide, ils ont eu une balance des paiements, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, c'est les paiements extérieurs si vous voulez, qui a été fortement déficitaire. Pourquoi ? Parce que
une grande partie de leur consommation des ménages qui allait très vite, qui croissaient très vite, correspondait à des importations, était satisfaite par des importations de produits, notamment chinois, de produits donc électroniques, de produits manufacturés de toutes sortes, et aussi donc dans des domaines très très variés, d'énergie, etc. Et donc, si vous voulez, les États-Unis ont eu un déficit extraordinairement important, et du coup, quand vous êtes en déficit, vous accumulez une dette. Sauf que les États-Unis, c'est pas n'importe quel pays de la planète, c'est le pays qui émet la monnaie internationale, le dollar. Et que du coup, ça a été toléré par la plupart des pays de la planète de voir les États-Unis accumuler de la dette qui était notamment détenue par les Chinois, qui eux avaient un excédent énorme sur les États-Unis, sans que ça les gêne beaucoup au départ. Pourquoi? Parce que le dollar étant la monnaie internationale, on a besoin du dollar pour faire des transactions internationales. Par exemple, tous les échanges dans le domaine des matières premières, y compris de l'énergie et notamment du pétrole, c'est libellé en dollars. Donc, si vous voulez, vous êtes très content en fait de détenir des dollars. Chaque dollar qui circule en dehors des États-Unis, c'est de la dette américaine. Eh bien, vous n'êtes pas mécontent de le tenir parce que vous savez que ce dollar, il va vous servir pour acheter des matières premières, pour payer des produits dans le monde entier. C'est la monnaie étant acceptée par tout le monde comme une monnaie internationale. Et c'est ça qui a fait que pendant longtemps, le dollar, et encore aujourd'hui, est accepté. Un économiste français avec lequel je ne suis pas du tout d'accord, parce que c'est un ultra-libéral, mais il a des très bonnes analyses, ça n'empêche pas, c'est Jacques Rueff. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Jacques Rueff, qui était un des conseillers d'ailleurs de Gaulle, conseiller économique, avec Pinet, on parle souvent du plan Pinet-Rueff quand De Gaulle est arrivé au pouvoir au début de la Ve République. Et Rueff disait, ça permet aux États-Unis d'avoir un déficit sans pleurs. D'ailleurs, un déficit sans pleurs, il voulait dire par là, un déficit pas douloureux du tout, parce que de toute façon, vous ne rembourserez pas votre dette. Ou vous la rembourserez très peu, parce que vous émettez des dollars qui sont acceptés par tout le monde et les autres ne vont pas venir vous la réclamer, cette dette, parce qu'ils sont très contents de détenir des dollars en réalité, car c'est la monnaie internationale. Donc c'est ça qui explique pourquoi les États-Unis ont pu avoir ce déficit monumental sans que ça pose de gros problèmes dans l'économie mondiale. L'autre caractéristique de ce régime de croissance et qui montre qu'il est à bout de souffle, c'est que ce système économique, depuis déjà 20 ans au moins, est un système qui va de crise en crise. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en tant qu'universitaire, parce que pour un universitaire, on est enseignant et chercheur, donc la partie recherche de mon travail, c'est notamment de travailler beaucoup sur les problèmes d'instabilité, de crise, de régulation, etc. Et j'ai fait donc un certain nombre de travaux, avec des collègues d'ailleurs, je n'étais pas seul, mais on voit très clairement qu'il y a une accélération du rythme de crise tout à fait important, et ça ne vous surprendra pas, j'imagine que je vous le dise, depuis une vingtaine d'années. Rappelez-vous, il y a eu les crises dans les pays émergents, puis il y a eu la crise Internet, le crack Internet en 2000, et puis après il y a le crack aujourd'hui, ou la crise des subprimes qui est devenue une crise mondiale, et on ne sait pas ce qui se passera, parce qu'on a des mini-crises. Vous vous rappelez peut-être qu'en 2008-2009, au début de la crise des subprimes, il y a eu aussi un crack, enfin plutôt une bulle sur les matières premières. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Une envolée des prix des matières premières. Pourquoi? Parce que notamment les spéculateurs se sont reportés du marché immobilier où ils ne gagnaient plus d'argent parce que le marché est en train de s'effondrer vers les marchés des matières premières. Ça fait monter les prix des matières premières. Et donc maintenant, on est passé, en tout cas en Europe, à une nouvelle forme de crise sur laquelle je reviendrai en détail la semaine prochaine, qui est la crise de la dette souveraine, la dette des États. Donc on voit qu'on passe d'une crise à l'autre sans arrêt. On est dans un système, si vous voulez, qui est marqué par une instabilité profonde. Et ça, c'est quelque chose qui est un indicateur, une indication très claire que de ce système-là, il est à bout de souffle. Il est épuisé au sens où il n'est plus capable de s'autoréguler correctement. Et c'est ça, les crises qui se produisent sont l'illustration de ce manque, de cette insuffisance d'autorégulation du système. Voilà. Alors, on va passer maintenant avec quelques graphiques qui vont vous permettre d'illustrer justement le défaut des économistes, c'est de vouloir toujours mettre des petits graphiques. Enfin, je pense que c'est quelquefois utile. Vous voyez, un des éléments de caractéristiques de la période récente, c'est notamment que j'indiquais tout à l'heure, c'est la montée des déséquilibres, qui montre que le système va dans une situation de plus en plus explosive. Ce qu'on voit là sur ce tableau, donc sur ce graphique, c'est quoi? C'est là, excusez-moi, il y a des termes anglais, parce que j'ai repris les graphiques anglais, qui sont des graphiques du Fonds monétaire international, qui publie malheureusement pas tous ces travaux en français. Et donc, là, c'est la balance des paiements courants. En gros, c'est le commerce des biens et des services dans le monde.
Et là, on voit l'évolution par grande région des balances des paiements courants. Et qu'est-ce qu'on voit qui est très spectaculaire? Vous voyez, c'est depuis 1990 jusqu'à 2007, à la veille de la crise. On voit que en bas, vous avez les pays déficitaires. Il y a le principal pays déficitaire, c'est les États-Unis. C'est-à-dire qu'à lui seul, il fait l'essentiel des déficits mondiaux. Donc, vous voyez ici, c'est les États-Unis. On voit que le déficit américain était très faible en 90, vous voyez, et même égal à zéro pratiquement en 92, voilà, et puis il n'a cessé d'augmenter. Les États-Unis est le principal pays déficitaire de la planète. Au-dessus, vous avez les pays excédentaires, ceux qui ont des excédents, donc qui exportent plus qu'ils n'apportent. Et là, vous avez les pays exportateurs de pétrole, ici, vous avez la Chine et le Japon, qui sont les principaux partenaires. Donc, il est facile de comprendre que les déficits des uns sont les excédents des autres. Dans le monde, normalement, ça s'équilibre. Quand vous faites la somme de toutes les balances des paiements, eh bien, normalement, ça doit s'annuler. Les déficits des uns sont les excédents des autres. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit, oui, c'est pour ça que les deux courbes sont à peu près parallèles, on voit que, en gros, les États-Unis sont le principal pays déséquilibré, déficitaire de la planète, et que la contrepartie, c'est les pays producteurs de pétrole, le Japon et la Chine. Donc, voilà un peu dans quel système on est. On est dans un système mondial où il y a une montée des déséquilibres, avec d'un côté un pays fortement déficitaire, qui est les États-Unis, qui a des déficits, donc je qualifie de abyssaux, c'est-à-dire extraordinairement importants, et de l'autre, des pays qui accumulent des excédents. Alors, la Chine est le pays dont on parle le plus, c'est pas forcément celui qui est le plus excédentaire, les pays exportateurs de pétrole pris globalement. Il n'y a pas qu'un seul pays, il y a les pays du Golfe, mais aussi les pays d'Amérique latine, etc. Mais la Chine, notamment, évidemment, c'est le pays qui a focalisé toute l'attention parce qu'il est devenu extraordinairement excédentaire. Et c'est même le principal créancier maintenant sur les États-Unis. La Banque de Chine, la Banque centrale de Chine, détient donc des réserves en dollars extraordinairement importantes, qu'elle place d'ailleurs en bons du Trésor américain. Le déficit public américain, du Trésor public américain, il est très largement financé par l'épargnant chinois. Parce qu'en Chine, il y a un taux d'épargne considérable. En moyenne,